Ok, let's go. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu de travail sur les graphiques. Ça change des habitudes parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de vidéos sur un peu la psychologie de trading et l'environnement en dehors des graphiques. Donc, sans plus tarder, on va direct aller sur les graphes. J'ai envie d'analyser deux choses aujourd'hui. Donc, un peu l'état actuel de l'euro-dollar. Donc, pour ceux qui ne traitent pas l'euro-dollar, peut-être que la vidéo sera pas trop intéressante. Désolé pour vous, ce sera que l'euro-dollar aujourd'hui. Mais ça peut toujours vous intéresser, peut-être parce que je vais parler beaucoup du dollar, de l'impact des fondamentaux sur le dollar, et du coup de comment ça fait bouger l'euro-dollar. Mais si vous tradez une paire qui est indexée en dollars, donc en USD, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Donc j'ai envie d'analyser deux choses aujourd'hui. C'est d'abord l'environnement global de l'euro-dollar, où est-ce qu'on en est dans la structure du marché, au niveau du prix, etc. Et puis aussi d'un point de vue fondamental, où est-ce qu'on en est. Donc pour d'abord donner peut-être un environnement fondamental, il faut savoir que dernièrement, la grande impulsion que vous voyez ici. Donc là, je suis sur un graphique 4 heures. Peut-être que je devrais... Je vais juste le mettre en... Voilà, on va prendre un graphique vierge. Voilà. Donc la grande impulsion ici que vous voyez, ok, qui a eu lieu du coup le jeudi 7 mars, c'est l'impulsion qui a fait suite à, je vais vous prendre le calendrier, ici la décision de politique monétaire de la BCE. Donc il faut savoir que cette décision a été moins hawkish que prévu, moins dovish que prévu, elle a justement été plus hawkish, dans le sens où, pour vous la dire très simplement, Christine Lagarde a suggéré que les baisses de taux d'intérêt n'auraient pas lieu avant le mois de juin, parce que la BCE a besoin de plus de données pour évaluer si l'inflation est bien en route vers la trajectoire de 2%. Et ce qu'elle appelle plus de données, globalement, c'est des données sur les salaires qui sont publiées trimestriellement. Et la prochaine data sur les salaires sort fin mai, début juin. Je pense que c'est plutôt début juin. Donc l'institution, les responsables de la BCE sont obligés d'attendre le mois de juin avant d'avoir cette donnée-là, donc cette publication qui nous dira tiens, les salaires font moins pression sur l'inflation dans l'économie, et ensuite pour pouvoir décider de quand est-ce qu'ils vont baisser les taux d'intérêt. Et donc elle l'a implicitement déclaré lors de sa conférence de presse, ce qui a poussé les investisseurs du coup à anticiper des baisses de taux de la BCE plus tard dans l'année, donc ce qui est bullish pour l'euro. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Donc ça en gros c'est le dernier mouvement en date qu'on a eu sur les marchés, c'est celui qu'on avait eu donc la semaine passée. Un deuxième petit mouvement qui a aussi eu lieu la semaine passée, c'est avec le rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi dernier. Donc c'est cette petite impulsion ici que vous voyez là, de à peu près 40 pips. Donc cette petite impulsion a eu lieu pourquoi? Parce que le rapport sur l'emploi était assez mixte. D'un côté, Donc d'un côté, on a eu une augmentation plus élevée que prévu de la masse salariale. Donc vous voyez qu'on a eu 275 000 emplois créés dans l'économie US en février. Par contre, on voit que le taux de chômage a augmenté à un plus haut de je ne sais pas combien de mois, mais il a augmenté à 3,9%, donc de 2 points de base, ce qui est beaucoup. Et que le salaire horaire moyen a certes accéléré, mais de seulement 0,1% d'un mois sur l'autre, et il a été révisé à la baisse au mois précédent. Autre note importante, c'est que le nombre de créations d'emplois, donc la masse salariale, a été révisée de plus de 100 000. Comme vous voyez, elle était de 353 000 lorsque la publication de janvier est sortie, et donc maintenant que la publication de février est sortie, elle a été révisée à la baisse à 229 000. Donc il y a eu une énorme révision à la baisse. Donc tout ça sous-entend en fait que même si le marché du travail au niveau de la masse salariale est toujours solide, et je crois que je l'avais noté en une phrase, attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, malgré une solide augmentation de la masse salariale non agricole, les détails de ce rapport sur l'emploi sont bien plus faibles, donc notamment les autres mesures, donc pas seulement la masse salariale, mais le salaire horaire moyen et le taux de chômage, mais aussi quand on regarde les détails de dans quel secteur est-ce qu'il y a de la création de l'emploi, par exemple le nombre de postes ouverts, le nombre de postes ouverts du coup dans l'économie, enfin le ratio de postes ouverts, pardon, est-ce que c'est des temps pleins ou des temps partiels, etc. Enfin bref, tous ces petits détails-là, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Ces petits détails-là nous dépeignent un portrait beaucoup moins positif, ou en tout cas d'un marché du travail qui ralentit progressivement aux États-Unis, qui tend plus vers l'équilibre entre l'offre et la demande de travailleurs, et donc c'est haussier pour l'euro, et donc baissier pour le dollar, parce que ça suggère que la Fed pourrait baisser plus tôt que prévu, donc plus tôt que juin, pour l'instant c'est ce que les marchés anticipent, ses taux d'intérêt. Bref, donc ça c'est les deux derniers mouvements en date, donc ce premier-là qui est issu de la décision de politique monétaire de la BCE, et celui-là qui est lié au marché du travail. Une fois qu'on a eu ça, et alors là je vais revenir sur mon graphique qui est déjà marqué, donc ici on est sur 4 heures, donc une fois qu'on a eu ça, donc on voit que le prix a percé le niveau 1,09, il a rejoint une zone d'offre assez intéressante qui correspondait au précédent plus haut de la structure 4 heures, donc proche du niveau 1,10, ok. Ce niveau-là, et c'est important de le dire, correspond aussi à un retracement Fibonacci de la structure daily. Donc si on regarde la structure daily, comment moi je l'identifie, donc j'ai ici un haut, un bas,
un haut plus haut, un bas plus bas. Et donc on voit que le prix était en train de remonter sur 4 heures et donc de retracer cette dernière impulsion baissière daily. Et si je trace un Fibonacci du coup pour cette dernière impulsion daily, donc ce Fibonacci va nous permettre de voir à quel niveau de retracement le prix peut potentiellement s'inverser en daily. On voit qu'ici, bon ça devient un peu messy, je vais reprendre mon autre graphique parce que sinon on va s'embrouiller. On voit qu'ici, si donc je fais mon Fib, le prix s'est arrêté au niveau 61,80%, nous a donné une sorte de, je sais pas comment vous appelez ça, enfin c'est pas vraiment un doji, c'est pas vraiment une étoile, je dirais plutôt une toupie, enfin bref, en tout cas un chandelier d'indécision en daily qui a été suivi par un élan baissier. Et pour ma part, j'identifie un swing high, donc ça veut dire un point de structure plus haut. Donc j'identifie un point de structure à partir du moment où j'ai deux mèches supérieures consécutivement plus basses que la mèche initiale. Donc si on suppose que cette mèche-ci correspond au plus haut de la structure, 4 heures, à ce moment-là, comme j'ai deux mèches consécutives plus basses, je vais commencer à marquer un haut dans la structure, okay, qui s'imprime du coup sur ce retracement Fibonacci, proche d'un niveau clé indice, mais surtout à l'intérieur du coup d'une zone d'offre intéressante. Bref, donc ça c'est où en est le prix. Donc le prix a réussi à rejoindre ce niveau-là grâce aux données fondamentales que je vous ai citées. Et donc maintenant, où est-ce qu'on en est? Je vais me remettre sur 4 heures, on va se remettre en grand écran. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? Donc on a eu le prix qui rejoint ce niveau, ok, fait brièvement une mèche quelque part. Ensuite nous donne un modèle de ce que j'appelle un ciel couvert, donc c'est lorsqu'on a un grand élan ou une sorte presque avalement baissier à la suite d'un chandelier haussier. Et puis donc le prix évolue, puis à la fin de la semaine et donc on recommence la nouvelle semaine. Donc cette semaine-ci, et je vais m'arrêter sur les fondamentaux avant d'aborder la technique plus en détail. Cette semaine-ci, on a d'abord commencé la semaine en baisse. Donc pour les données de la semaine, les données clés, qu'est-ce qu'on a? On avait les données sur l'inflation CPI qui était publiée hier, donc c'était mardi. Demain, on a les données PPI, donc c'est l'indice des prix à la production, c'est aussi une donnée sur l'inflation aux États-Unis. On a aussi les retail sales, donc c'est les ventes au détail aux États-Unis aussi. Inscription au chômage comme d'habitude chaque semaine. On a aussi l'indice manufacturier Empire State, le sentiment des consommateurs publié par l'Université du Michigan. Et dans cette enquête sur le sentiment des consommateurs, on a les attentes en matière d'inflation pour le mois de février, tout ça. Et on a aussi du coup la production industrielle aux États-Unis, j'ai oublié de le mentionner, et le Capacity Utilization Rate, mais c'est un indice qui est publié dans l'enquête sur la production industrielle. Ça peut aussi être intéressant de le regarder, mais on va surtout s'arrêter sur la production industrielle. Mais donc ça, c'est pour les données clés cette semaine. Donc on a eu hier le CPI, mais avant que le CPI soit sorti, donc le CPI, c'est vraiment ce chandelier-là. Donc vous voyez, je vais zoomer un peu plus, même l'entourer pour vous, le fluorer. Ce chandelier-là, ok, ce chandelier qui montre une sorte d'indécision sur le marché, c'est celui du CPI. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent, pour récapituler? Donc le prix a rejoint un niveau clé. Pardon. Voilà. Semble marquer un plus haut et du coup entame une sorte de phase de retracement. Pourquoi? Parce que vous le savez, mais les marchés ont tendance à évoluer justement en tendance, ok, donc marquer des hauts et puis se retracer, et puis un haut et se retracer. Alors bien évidemment, c'est jamais aussi clean, hein, il y a des petites phases par exemple de retracement, des moments d'indécision où parfois il y a des hauts et puis des bas et puis des hauts et puis voilà, c'est jamais aussi clean, mais dans l'ensemble le marché bouge en tendance et il y a une phrase qui dit, je crois que ça vient de Wyckoff d'ailleurs, qui dit que le marché évolue en tendance jusqu'à ce que celle-ci s'inverse. Bon, cette phrase veut tout et rien dire, c'est un peu logique, mais c'est une façon de dire que tant que la tendance va à la hausse, ben on va essayer de suivre des impulsions à la hausse, tant que la tendance va à la baisse, on va chercher à suivre des impulsions à la baisse. Mais donc dans cette logique de marché, okay, de fonctionnement de marché, on peut se dire du coup que après avoir marqué un plus haut sur cette dernière impulsion 4 heures haussière, ben le prix semble être en train de se retracer. D'autant plus parce qu'on a eu une légère inversion, okay, de la structure interne à cette structure 4 heures, donc la structure sur 1 heure, et que du coup cette inversion nous dit en fait que le flux d'ordre sur le marché est passé du côté acheteur au côté vendeur. Ça veut dire que là où on avait plus d'acheteurs sur le marché quand le marché était en train de monter comme ceci, maintenant on se retrouve avec plus de vendeurs sur le marché sur 1 heure. C'est important de préciser à plage de temps. Et donc le prix pourrait, c'est pas pourrait en fait, le prix est considéré comme dans une phase de retracement actuellement parce qu'on a eu un changement dans le flux d'ordre du marché et donc on a notre plus haut qui est déterminé. Bref, je continue. Donc maintenant qu'on est dans cette phase de retracement, la question c'est jusqu'où est-ce que le prix va aller, à quel moment le prix peut potentiellement rebondir et repartir à la hausse, etc. Pour avoir la direction du marché, vous le savez déjà depuis longtemps, je regarde surtout les fondamentaux. Ça veut dire que la technique, l'analyse technique va me donner mes points d'entrée et de sortie, mais le fondamental va me donner la direction du marché. Et pour cette semaine, fondamentalement, je suis baissier sur le
l'euro-dollar, j'allais dire le dollar, mais sur l'euro-dollar. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu es baissier ici, du coup le marché a un élan aussi, etc. Mais pour l'instant, ça n'invalide pas mon biais baissier. Ça veut dire que tout ce que je dis, et vous le voyez avec la grande flèche que j'ai tracée, vous voyez ces flèches là, ok, tout ce que je dis pour l'instant, c'est selon moi, le prix va passer de ce niveau-là à un niveau plus bas. Bon, je l'ai mis jusqu'ici, mais la flèche peut très bien s'arrêter là, ou même là peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas la confirmation que le prix va s'arrêter à ce niveau-là et repartir ensuite à la hausse. Donc je laisse la possibilité à plusieurs scénarios. Je me dis simplement, tiens, selon moi, le prix finira par rebondir sur... J'ai mis les niveaux Fibonacci, mais c'est pas sur base de ça que je regarde à quel niveau le prix peut rebondir, mais c'est juste pour avoir une indication et me dire, ok, on a déjà testé le 38,20%, maintenant je m'attends peut-être à un 50, 61,80 ou 78,60%, ok. Bref, mais donc, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est donner la direction du marché. Donc sur 4 heures, on est dans une tendance haussière. En daily, on a rejoint un point très intéressant qui d'ailleurs renforce l'idée même qu'on arrive dans un retracement 4 heures. Et au niveau de l'environnement du marché, la phase du marché dans laquelle on est sur une phase de retracement de cette grande dernière impulsion 4 heures. Maintenant, à plus court terme, et c'est là où je vais me pencher sur l'autre graphique, qui est beaucoup plus bordélique, je sais, mais vous inquiétez pas, je vais décomposer un petit peu. Parfois, j'ai tendance à avoir des graphiques un peu qui ont l'air un peu... ouais, bordélique littéralement, mais le tout, et ça c'est une mini note, c'est il faut que vos graphiques vous plaisent, dans le sens où il faut, par exemple, beaucoup de personnes pourraient dire, enfin, je suppose, hein, j'en sais rien, peut-être que non, mais beaucoup de personnes pourraient dire, tiens, pourquoi tu trades en noir et blanc? Vous remarquez qu'il n'y a aucune couleur sur mes graphiques, aucune. Donc, que ce soit mes chandeliers, que ce soit mes zones, que ce soit même tout ce qui est écrit, les chiffres ici de Fibonacci ou ce que j'écris là, tout est en noir et blanc. Juste ici, vous voyez un peu de jaune, mais globalement, tout est en noir et blanc. C'est pas parce que mon écran est en noir et blanc, vous le voyez, hein, mon écran est en couleur, mais c'est parce que j'ai mis tous mes dessins en noir et blanc, je préfère trader comme ça. Après, ça pourrait amener de la confusion pour certains, mais encore une fois, il faut que vos graphiques vous plaisent. Si maintenant, tu préfères par exemple mettre, je sais pas moi, tes zones d'offre et de demande, ou tes supports et tes résistances de différentes couleurs pour bien les distinguer, tu peux. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Si tu veux mettre tes chandeliers de différentes couleurs, que ce soit vert et rouge, le truc classique, ou d'autres couleurs, tu peux aussi. Mais donc, tu dois vraiment essayer différents trucs, parce que c'est important quand tu abordes tes graphes qui te plaisent. T'as pas envie d'arriver devant un graphique qui te plaît pas visuellement, un graphique que tu as du mal à lire, dans lequel tu as du mal à t'y retrouver. Donc il faut que tu sois à l'aise avec tes outils de dessin, etc. Bref, c'était une mini parenthèse. Donc, où est-ce que j'en étais? Laissez-moi juste reprendre mes idées. Oui, donc je disais donc, pour la grande structure, donc on est dans une direction 4 heures haussière et on est dans un environnement de retracement baissier sur 4 heures. Mais donc la question maintenant qui se pose, c'est sur 1 heure. Et après, on va analyser ce trade qui est malheureusement, j'ai pas pu le saisir, c'est ça le pire. Comme vous le voyez ici, en fait, j'ai manqué, enfin mon entrée n'a pas été enclenchée à 1,4 pips près, ce qui est dommage. Mais bref, et je vais analyser ce trade justement et on va essayer d'en tirer un peu une leçon psychologique derrière. Et donc, sur 4 heures, autant je vous ai dit, donc la tendance est haussière, on entame une phase de retracement. Ici, on voit que, donc la structure 1 heure, je l'ai déjà tracée, hein, vous la voyez, je vais pas la retracer, mais donc on voit que, je vais peut-être prendre une autre couleur, yellow. Voilà, comme ça, vous allez bien pouvoir me suivre. Donc, on voit que ici, on avait notre bas de structure 1 heure et notre bas notre haut de structure 1 heure. Et que, donc, on avait une range, ok, ici une petite range, et puis le prix est venu enclencher les éventuels ordres qui étaient placés sous ce low 1 heure. Okay, donc, qu'est-ce que ça nous dit à ce moment-là? Ça nous dit, tiens, il y a eu un changement dans le flux d'ordre du marché. Pourquoi? Parce que les acheteurs, donc je parle de toutes les personnes qui étaient entrées à ce niveau-là, okay, pour de l'achat et aller chercher le prix plus haut, l'euro plus haut vers 1,0975, 1,10, etc. Ces acheteurs-là ne sont pas re-rentrés. Donc si maintenant je devais suivre la tendance du marché, ok, on avait peut-être des acheteurs ici, on avait peut-être des acheteurs là, on avait peut-être des acheteurs là, ok, donc ces acheteurs à chaque fois sont re-rentrés quand le prix donc remontait, puis redescendait un peu, re-rentrés. Sauf que ici, les acheteurs ne sont pas rentrés sur le marché, pire encore, du coup les vendeurs ont pris possession du marché, si je peux dire ça comme ça, et sont devenus prédominants sur le marché. Ensuite le prix du coup fait son chemin, remonte un peu, et là boum, on a un véritable break, ok, et là on a un peu cette confirmation de ok, à ce moment-là, la demande et non plus l'offre est vraiment en majoritaire sur les marchés. Non, c'est l'inverse, pardon, l'offre ok, étant, ou je vais le formuler plus simplement, les vendeurs ok, dominent le marché à ce moment-là. Et puis du coup là, ce chandelier-ci est particulièrement intéressant parce que c'est celui du CPI. Donc on a eu les données d'inflation hier aux États-Unis qui sont sorties plus élevées que prévu. Pour vite vous montrer les chiffres, ici donc on voit que le CPI est remonté à 3,2% sur un an. Donc
c'est une réaccélération. Ça veut dire que l'inflation, je vais peut-être vous montrer un graphique. Tchac. Ça c'est Trading Economics, très bon site pour avoir toutes les données économiques. Donc là du coup je vais voir le taux d'inflation, on va aller sur United States. Donc vous voyez ici que l'inflation diminuait 3,7, 3,2, 3,1, était légèrement remontée en décembre, redescend à 3,1 en janvier, et puis là boum, remonte encore. Donc on voit que l'inflation a du mal à passer sous la barre des 3%. Donc ça c'est au niveau de l'outlook, si je veux, de la perspective globale au niveau de l'inflation aux États-Unis. Alors après, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les indices sur un an, mais plutôt sur un mois. On voit que le CPI est sorti à 0,4%, que ce soit le core, donc l'indice sous-jacent, ou l'indice global. Et 0,4% c'est énorme, parce que pour vous donner une valeur de référence, la Fed a besoin de voir une évolution mensuelle de l'inflation d'à peu près 0,2%. Donc il faudrait que chaque mois, l'inflation imprime un chiffre de 0,2% en rythme mensuel, pour ramener l'inflation globale à sa cible de 2% à long terme. Mais donc 0,4%, surtout que ce n'est pas la première fois que ça arrive, là, on voit que le mois précédent elle était aussi à 0,4% et 0,3% pour l'indice global, c'est beaucoup. Le rythme d'accélération de l'inflation est trop élevé. Donc c'est pas positif, enfin, bon, c'est à nuancer, mais du coup c'est pas positif en tout cas pour les responsables de la Fed, ce qui sous-entend qu'ils vont garder leur taux à des niveaux élevés pendant une période prolongée. Donc forcément on a une réaction baissière sur l'euro, parce que du coup c'est bullish pour le dollar, mais ce qui est curieux c'est qu'on a une réaction pas si baissière que ça. Quand vous regardez par exemple en pips ici, si je prends non pas la mèche mais juste les corps, on a une réaction d'une vingtaine de pips. Si je prends de mèche à mèche, on a une réaction d'une quarantaine de pips. 40 pips seulement pour un CPI, surtout un CPI qui est plus élevé que prévu à tous les niveaux, donc tous les indices, donc global, sous-jacent, en rythme annuel et en rythme mensuel, c'est quand même peu. C'est quand même peu. Donc, plusieurs choses sont à prendre en compte. La première, c'est que peut-être que les investisseurs sont encore un peu réticents à short l'euro, ou pour formuler autrement, à long le dollar, donc à acheter le dollar. Pourquoi? Parce qu'au vu des récents développements qu'on a eu dans le calendrier macro, les investisseurs commencent petit à petit, si je me mets sur 4 heures, commencent petit à petit à envisager un rebond haussier de l'euro. Et le niveau 1,07 pourrait bien marquer le plus bas de l'année, dans le sens où les investisseurs anticipaient, jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, une baisse des taux d'abord de la BCE, d'abord de la Fed avant la BCE, ou formulé autrement, un différentiel de taux entre les deux institutions qui se réduit de plus en plus et attire les investisseurs vers des investissements liblés en euros et non plus en dollars. Et alors à ce moment-là, c'est bon pour l'euro et on pourrait observer du coup dans le courant de l'année 2024 une tendance haussière sur l'euro. Beaucoup de grandes institutions, je vais supprimer ça parce qu'il y a un doublon. Ah non, il n'y a pas de doublon. Ok. Beaucoup de grandes institutions du coup envisagent un euro vers 1,10, 1,12, 1,15 dans le courant de l'année. Ok. Mais donc ça c'est pour l'environnement macro global. Maintenant à plus court terme, je vais me remettre là-dessus. Pourquoi du coup l'euro s'est apprécié ces derniers temps? Du coup aujourd'hui et hier après le CPI. Et qu'est-ce que ça nous dit par rapport à notre perspective globale? Parce que je vous l'ai dit, d'un point de vue fondamental, je suis baissier sur l'euro, mais d'un point de vue technique, là on voit que l'euro monte. Alors pour décomposer un peu, je vais essayer d'être pas trop... Ouais, on va essayer d'être assez simple. Donc je vous ai dit tantôt que ici du coup on avait eu un shift, ok. On part sur le côté vendeur. Ici du coup de nouveau on a cette confirmation. Mais là on voit que du coup, là où du coup on a eu des vendeurs ici, on a eu des vendeurs là. D'ailleurs avec le CPI du coup on a eu pas mal de vendeurs. On voit que, donc c'était ce matin, ici les acheteurs ont de nouveau pris le dessus sur le marché. Ils ont cassé un précédent haut et idem ici ils ont à nouveau cassé un précédent haut. Donc maintenant on a eu un shift et ce sont les acheteurs qui sont prédominants sur le marché. Alors attention, petite parenthèse, quand je dis les acheteurs sont prédominants, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. En réalité, par la logique même des marchés, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, parce que du coup pour acheter quelque chose, il faut une contrepartie. Donc il y a autant, pour un acheteur, il y a un vendeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt au niveau du volume d'échange. C'est-à-dire que le volume d'échange prend force du côté de l'offre ou de la demande. Et à ce moment-là, si le volume est plus important du côté de l'offre, le prix va chuter. Si le volume est plus important du côté de la demande, le prix va monter. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc tu peux très bien avoir un acheteur qui va avoir 1000 unités, peu importe l'unité, mais 1000 volumes, et 1000 acheteurs qui ont un volume. Et alors là, le prix va rester neutre parce qu'il va être équilibré. Mais imaginons que l'acheteur tout seul et 2000 de volume et que les autres, du coup qui ne sont pas des acheteurs mais des vendeurs ont que 1000, alors à ce moment-là c'est l'acheteur qui va dominer et le prix va augmenter. Ok. Mais donc pour revenir ici, donc le prix à partir du coup de ce matin, on a eu un shift en fait à court terme, et j'insiste à court terme,
Ouais, je réfléchis juste à un truc. Donc on a eu un shift et donc les acheteurs, entre guillemets, ou la demande a repris le dessus sur le marché pour rejoindre du coup une zone un peu plus intéressante, une zone d'offre, du coup, se rapprocher en fait du dernier plus haut qu'on avait eu sur 4 heures. Et à ce moment-là, et c'est là où c'est très important de garder ça à l'esprit, je vous ai parlé de ce trade et on va tout doucement passer dessus, mais là où j'avais envie d'acheter, ok, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que même si mon billet de base est baissier, je vois un setup haussier qui peut être intéressant, j'ai envie d'acheter et tirer le prix un peu plus haut. Ok, donc ça, c'est mon idée secondaire, pas mon idée de base. Je me dis, bah, il y a une opportunité d'achat à court terme, autant la prendre. Mais il faut bien garder à l'esprit, tout au long de la semaine, que mon idée de base, c'est de vendre. Donc quand je retourne en time frame plus haute, ce que je vois ici, c'est pas, oh zut, il y a un potentiel d'achat. Non, 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 ce que je vois ici, c'est, tiens, le prix se rapproche de niveaux qui sont intéressants, ok, près du plus haut ici en 1,0980. Maintenant, je vais commencer à chercher de la vente. Ok. Maintenant, j'aimerais m'arrêter 2 secondes d'un point de vue fondamental sur pourquoi ça vaut toujours la peine d'aller chercher de la vente maintenant. Désolé si mon analyse technique n'est pas très approfondie. Je trouve ça très difficile en vidéo d'expliquer l'analyse technique. C'est encore une mini parenthèse, mais très difficile d'expliquer l'analyse technique parce que chacun a une approche différente des marchés d'un point de vue technique. C'est pour ça que je m'arrête beaucoup plus souvent sur le fondamental parce que ça, tout le monde peut le comprendre plus ou moins de la même manière. Mais pour la technique, j'utilise certains outils, certains indicateurs, certaines façons d'aborder le marché qui peuvent être différentes des vôtres. Et si je devais m'arrêter tout le temps sur des concepts, comme tiens, pourquoi tu as tracé une zone ici et qu'est-ce qu'elle veut dire et ces trucs-là et comment tu utilises tel outil et tel outil, ça peut être difficile. Donc généralement, ce que j'essaie de transmettre à travers les vidéos, c'est pas tant une stratégie d'un point de vue technique, ici tu as eu ci et tu as eu ça, c'est plutôt expliquer les mouvements des prix et vous dire, tiens, comment interpréter un mouvement de prix, peu importe la stratégie que tu utilises. Par exemple ici, quand je dis, depuis du coup ce matin, les acheteurs, en tout cas à court terme, ont pris le dessus sur les vendeurs, ok, la demande a pris le dessus sur l'offre, c'est objectif. C'est pas une question de stratégie ou quoi, c'est tout le monde pourrait dire que l'impulsion qui a eu lieu ici est plus grande que l'impulsion qu'on a eue depuis le début de la semaine. Sachant que les barres bleues, ok, les barres verticales bleues, c'est le début et la fin de la semaine. Donc ici, le prix a démarré là, il est arrivé là au milieu de la semaine, et puis là pour l'instant il est ici. Donc tout le monde pourrait dire que tiens, sur la semaine, pour l'instant, on a eu un élan haussier plus important que, enfin je veux dire, voilà, j'espère que vous comprenez. Bref, donc pour m'arrêter 2 secondes sur le fondamental, pourquoi, malgré le fait qu'à court terme le prix augmente, j'envisage toujours du coup une baisse du prix à partir de ces niveaux-là, ou peut-être même un peu plus haut, peut-être que le prix va même venir chercher de la liquidité plus haut, mais pourquoi j'envisage une baisse, et donc je vais poursuivre avec l'analyse fondamentale, c'est que du coup demain on a le PPI, on a les retail sales. Les retail sales sont attendus en hausse de 0,8%. On a déjà vu d'ailleurs dans les ventes de véhicules, parce qu'il y a un rapport annexe qui est publié sur les ventes de véhicules plus tôt dans le mois, et on a déjà vu que les ventes de véhicules du coup sont sorties plus élevées que prévu, assez solides. Donc ça sous-entend, sachant que les ventes de véhicules, je crois que c'est 20 à 30% des ventes au détail, ça sous-entend que les ventes au détail pourraient être solides. Sachant que le mois précédent, elles étaient à moins 0,8%. Si on a un rebond à 0,8% ce mois-ci, ça suggère une activité forte aux États-Unis. Et c'est encore mieux si maintenant on a une surprise à la hausse, un 0,9%, 1%. Sachant que les ventes au détail sont souvent très volatiles. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le PPI, étant donné qu'on a une surprise à la hausse dans les données CPI de février, si maintenant on observe une surprise à la hausse aussi dans le PPI, donc l'indice des prix à la production, donc on observe des pressions inflationnistes au niveau de la production dans l'économie US, ça pourrait aussi être bullish pour le dollar et donc baissier pour l'euro. Même chose avec les inscriptions au chômage, même si elles auront un impact limité sur les marchés, puisqu'on a les ventes au détail et le PPI, ok. Et alors on a l'Empire State Manufacturing Index, ça par contre ça pourrait être légèrement baissier pour le dollar, donc haussier pour l'euro, parce que en ce moment l'industrie manufacturière aux États-Unis se porte plutôt mal. On a déjà eu le PMI manufacturier dernièrement qui avait, donc c'était ici, on va le remontrer. Donc ça c'est le PMI des services, mais si je remonte du coup au mois de février, je descends tout en bas. On avait le PMI qui est sorti bien moins élevé que prévu à 47,8. Donc ça suggère que l'industrie manufacturière aux États-Unis en février ne s'est pas portée à merveille. Donc on pourra avoir une surprise à la baisse dans l'indice manufacturier Empire State. Mais ça reste un indice de second rang parce que les données vraiment que les gens attendent, c'est les PPI, mais surtout les retail sales. Et alors plus tard dans la semaine, donc on a aussi la production industrielle qui, si elle se redresse plus que prévu, pourrait être bullish pour le dollar. Et puis alors on a le sentiment du consommateur qui, s'il se redresse, pourrait aussi être bullish pour le dollar. Si maintenant les attentes en matière d'inflation augmentent, elles étaient à 3% du coup en février, si je ne dis pas de bêtises. Si elles augmentent, donc à 3,1, 3,2, ça pourrait aussi soutenir le dollar. Mais bref, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi chaque rapport a des chances d'être supérieur aux attentes, mais il y a plus de chances
pour que les datas qui sortent non seulement soient solides, mais en plus soient supérieures aux attentes, ce qui du coup renforcerait le biais haussier pour le dollar et donc, renforcerait le biais baissier pour l'euro. Donc là, je vous parle juste d'un point de vue fondamental. En gros, quand j'essaie de déterminer la direction du marché, avant même d'aller sur les graphiques, je me demande est-ce que j'ai envie d'acheter ou vendre de l'euro. Et quand je vois ce calendrier-là, avec le dollar qui est déjà soutenu par les rendements qui eux-mêmes sont soutenus par du coup les données d'inflation récentes qu'on a eues, et avec l'incapacité pour les marchés de repousser davantage les anticipations de baisse de taux. Donc pour l'instant, les marchés anticipent une première baisse des taux de la Fed en juin. Pour anticiper une baisse plus tard dans l'année que juin, il va falloir un sérieux catalyseur de marché, donc une data vraiment faible. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc juin est bien ancré par les marchés. Et tout ce qui peut se passer maintenant, c'est un renforcement des paris pour juin ou un relâchement des paris pour juin. Et donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de gros catalyseurs. Et les données d'inflation qu'on a eues dernièrement, comme je l'ai dit, ont soutenu les rendements, les rendements américains qui s'étaient pas mal dépréciés ces derniers temps. Et comme les rendements du coup sont assez bons pour le moment, ça soutient aussi le dollar. Donc l'environnement fondamental en ce moment est positif pour le dollar. Donc même si d'un point de vue technique on a de l'euro qui monte, c'est comme si, voilà, pour ceux qui tradent avec que de la technique, c'est comme si vous observiez une divergence par exemple entre un oscillateur, que ce soit, je sais pas moi, le RSI ou le stochastique ou des trucs comme ça. Imagine que tu observes une différence entre le price action et ton oscillateur. Genre vraiment comprends ça comme ça. Et bien quand je regarde le fondamental, c'est vraiment la même chose. Là à court terme, je vois un euro qui monte, mais j'ai une divergence avec les fondamentaux. Parce que du coup j'ai un euro qui monte d'un point de vue technique, mais fondamentalement parlant, pour moi, le dollar va être fort dans les jours à venir, et donc on devrait observer une dépréciation de l'euro. Et donc, sachant ça, au lieu de me dire, tiens, j'ai eu une hausse récente de l'euro, je vais aller chercher un setup d'achat, etc. Bon, je suis d'accord, j'ai été chercher un setup d'achat ici, mais parce que l'euro avait encore un potentiel à la hausse, puisque les datas dont je vous parle ne sortent qu'à partir de demain. Mais donc, là où du coup, je pourrais me dire, oh, je vais aller chercher un setup d'achat parce que la technique est haussière, non, je vais me dire, non, je cherche un setup de vente parce que dès que les datas vont sortir, l'euro va peut-être commencer à pointer vers le sud, pointer vers le bas et rejoindre le niveau 1,09, voire finir en tout cas, il a le potentiel pour finir la semaine entre, on va dire, 1,0850 et 1,09. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'approche mon trading. Et alors, donc je vous ai parlé de ces datas-là. À ce moment-là, ce que je vais chercher, mais donc pas maintenant, et c'est aussi important de tenir compte des sessions de trading, là il est 19h30, la bourse de Londres ferme vers 17h30, je crois. Là on est sur la fin de la session de New York, qui va fermer vers 21h. Je ne vais pas chercher de setup maintenant. Pourquoi ? Parce que pendant la session asiatique, qui va avoir lieu pendant la nuit, on va dire de 22h à peut-être 5-6h du matin, pour l'essentiel, il ne va pas y avoir beaucoup d'actions des prix. Quand tu regardes la session asiatique, si vous voulez que je vous l'entoure, ou je vais garder mon fluo jaune, ici c'est la session asiatique, ici c'est la session asiatique, mais donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actions des prix. Ici il y a eu quand même pas mal d'actions des prix, mais c'est rare. Généralement pendant la session asiatique, vous l'identifiez très simplement, c'est les ranges en fait. Ici même chose, session asiatique. Mais donc vous comprenez facilement que ça va pas être intéressant pour moi d'aller chercher un setup de vente ici, probablement parce que déjà j'en aurai pas, mais aussi parce que du coup l'action des prix va être morte pendant la session asiatique. Par contre, demain à Londres, peut-être qu'on va déjà observer un certain développement du prix, et peut-être qu'à New York, donc à 13h30, un peu avant 13h30, on va vraiment observer le marché prendre une direction claire. Et à ce moment-là, je vais commencer à aller chercher mon setup de vente. À l'inverse, toujours garder à l'esprit, je peux peut-être totalement me tromper, on aura une surprise à la baisse dans les données de demain, et l'euro pourrait rejoindre le niveau indice. C'est aussi possible, et c'est à prendre en compte. Mais dans ce cas-là, c'est pas grave, je prends une perte, et voilà. Mais en tout cas, j'essaie de mettre les probabilités de mon côté. Et d'un point de vue technique, le prix a rejoint une zone intéressante. On est toujours sur une phase de retracement baissier 4 heures. Même si la structure sur une heure s'est inversée, j'envisage du coup un rebond ici de la structure 1 heure, du coup, mais qui permettrait du coup de poursuivre le retracement sur 4 heures à la baisse et qui serait alimenté, soutenu du coup par les fondamentaux qui sont baissiers pour l'euro. Et donc c'est vraiment tout ça le process qu'il y a derrière mes décisions de trading. Mais donc voilà, je terminerai la vidéo en m'arrêtant sur ce trade du coup que j'ai malheureusement pas pris. Mais juste avant de parler de ça, juste dire du coup que donc à l'ouverture de Londres, je vais regarder particulièrement le développement du prix, donc comment, je peux rien tracer en soi, je verrai ce qui se passe, je peux pas anticiper. Ensuite, particulièrement juste avant l'ouverture de New York, je vais regarder à ce moment-là quels sont de nouveau le développement du prix, et à ce moment-là envisager une position ou non, parce que si j'ai pas de setup, je ne prends pas de position, envisager une position de vente ou non, si la technique s'aligne aux fondamentaux, et ça c'est vraiment très important.
il faut que la technique s'aligne aux fondamentaux. Donc là, je vous ai dit, j'ai un billet fondamental baissier, mais si d'un point de vue technique, j'ai aucun setup de vente, j'ai aucun setup baissier, je ne prends pas de trade. C'est important à le rappeler aussi. Mais donc voilà, et donc si demain, donc j'ai mon fondamental, c'est ce, ok, checké. Si maintenant ma technique s'aligne aux fondamentaux, ok, là j'ai mon feu vert, entre guillemets, il ne reste plus qu'à trouver, selon ma stratégie, un setup, machin bazar, et puis je short. Et à ce moment-là, je short, et je vais chercher le prix plus bas. Donc voilà, pour m'arrêter 2 secondes maintenant, juste sur, et terminer avec ça, ce trade, en fait, je ne vais pas vous donner toute la raison derrière pour laquelle je voulais acheter particulièrement à ce niveau-là. Mais donc vous voyez que je voulais entrer à 1,0930 et le prix est descendu au plus bas à 1,09314. Donc à 1,4 pips de mon entrée. 2 choses. La première, c'est que honnêtement, au début, j'étais en mode « Oh mince, j'ai raté une opportunité, blablabla ». Et je commençais déjà à me dire « Tiens, pendant que le prix était en train de s'apprécier, du coup, je commençais déjà à me dire « Punaise, là, je serai à X dollars de profit, là, je serai à X dollars de profit, etc. » Bref, mentalité de débutant, honnêtement. Et puis, j'ai pris du recul et je me suis dit, surtout qu'en plus, en ce moment, je lis un chouette livre. Je sais pas si on le verra sur la petite bulle. Voilà, ça s'appelle Trade Mindfully de Gary Dayton. Voilà, mini parenthèse. Donc en plus, en ce moment, je lis un livre sur la psychologie trading. Donc je me suis dit, non, attends, arrête d'avoir ton process mental par défaut qui te dit des bêtises et prends du recul. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment manqué une opportunité? Après, je me suis dit non. Pourquoi? Parce que je voulais entrer à 1,0930. Ok, ou plus bas, mais pas plus haut. Et le prix s'est arrêté plus haut. Donc après, je me suis posé la question, tiens, est-ce que si maintenant j'étais entré à tel niveau de prix, mon trade était tout aussi intéressant? Et à ce moment-là, je me rends compte que non, parce que du coup, mon ratio risque-récompense serait plus très intéressant. Donc souvent, on se dit, je vais retracer un peu ce que le marché a fait. Donc il nous a donné ça, ça, puis il est revenu ici un tout petit peu plus haut que mon entrée et est parti à la hausse, ok? Et donc mon trade, c'était ça, voilà, avec l'entrée plus bas. Donc souvent on se dit punaise, zut, voilà, j'ai manqué mon entrée, etc. Mais est-ce que le trade aurait été aussi intéressant si je l'avais pris là? Et c'est là où je me dis, mais en fait là je suis en train d'entre guillemets pleurer pour un mouvement que j'ai raté, mais pas une opportunité, parce que selon mon plan, ma stratégie, je voulais entrer à tel niveau. Et si maintenant le marché ne revient pas à tel niveau, ben il ne m'a pas donné le scénario que je voulais pour entrer. Donc j'ai aucune raison de vouloir entrer, j'ai aucune raison de vouloir être dans ce trade. Là je suis juste en train de baver sur de l'argent que j'aurais pu peut-être faire, mais c'est pas... ça respecte pas ma stratégie, ça respecte pas mon plan. Donc déjà, ça m'a libéré un peu de ce sentiment négatif de zut, j'ai manqué une opportunité. Et je me suis dit, mais non, en fait, parce que j'ai pas envie d'être dans ce trade. Si j'avais été dans cette position-là, en mode, imaginons, voilà, j'étais entré précipitamment en mode, je vois que le prix s'apprécie et tout, et j'appuie sur un market order, et voilà. Et je me suis dit, ben non, en fait, j'aurais pas envie d'être dans ce trade-là. Parce qu'après, je me dirais, ouais, mais mon ratio risque-récompense, c'est pas terrible. Puis du coup, ça change tout mon plan, machin bazar, ma gestion des risques, etc. Donc, ça, c'est une première chose à dire. Ensuite, j'ai encore pris du recul et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ton setup de base pour la semaine? C'est quoi ton plan pour la semaine? Et donc, au début de la semaine, donc vraiment le lundi et déjà un peu dimanche quand je prépare ma semaine, je me suis dit, ben voilà, l'euro est comme ci, l'euro est comme ça. Fondamentalement, j'observe ci, j'observe ça. Je cherche à vendre l'euro. Je vous l'ai expliqué tantôt pourquoi. Je cherche à vendre l'euro. Donc, même si j'ai manqué un petit trade en intraday ici, une petite impulsion qui aurait peut-être pu me rapporter 2 R, voire 3 peut-être, ben c'est pas grave, parce que ce que le prix est en train de faire, c'est de s'aligner, okay, à ma structure plus large, pour ensuite pouvoir prendre mon gros trade qui est de short. Et donc souvent, on se perd dans des petits mouvements de prix, des plus petites fluctuations, et une métaphore que j'aime bien dire, c'est t'as pas envie de prendre les petites miettes du gâteau, mais tu veux la grosse part. Et quand tu regardes, en tout cas c'est ce que j'ai constaté à force de backtest mes trades et faire les revues de mes semaines, c'est que souvent, je m'attarde trop longtemps sur des tout petits trades, en mode zut, j'ai raté ce trade, ou j'ai raté cette opportunité-là, etc., ou ce mouvement. Et puis je regarde après avec du recul la semaine au complet, donc je mets mes 2 barres verticales, je regarde, ok, ça c'est tout ce qui s'est passé cette semaine, et je me dis, mais pourquoi je m'attarde sur ce petit trade-là, alors qu'en fait, le grand mouvement que je voulais saisir, c'est celui-là. Et alors je compare les deux, je suis là, mais je suis en train de, par exemple ici, je suis en train de m'attarder pour un petit trade d'une trentaine de pips, alors que peut-être que demain, et encore une fois c'est un peut-être, hein, c'est une question de probabilité ne veut pas dire certitude, mais donc, alors que peut-être que demain le marché va me donner un gros trade comme ça de 70 pips, et c'est ça que j'ai envie d'attraper. Et après ça, d'ailleurs si je l'attrape, je m'en ficherai entre guillemets de ce petit trade que j'ai pas réussi à avoir. Mais donc voilà, juste ces 2 petites leçons, et je terminerai la vidéo avec ça. C'est vraiment la première, c'est que tu ne manques pas nécessairement une opportunité, mais tu manques un mouvement. Donc ne sois pas trop obsédé par l'argent en mode mon Dieu, j'aurais pu faire XX. Non, c'est pas un trade que tu aurais voulu prendre parce que du coup c'était pas une opportunité. Parce que selon ta stratégie, ça ne respecte pas ton plan. Ta stratégie, c'est je veux entrer à tel niveau de prix.
parce que mes indicateurs, ma stratégie, etc. me dit que c'est à ce niveau-là que c'est l'idéal d'entrer. Le prix n'est jamais revenu à ce niveau-là, mais je n'ai rien manqué alors. Parce que j'avais pas de setup pour entrer. Ok, donc ça c'est la première chose, t'as pas manqué une opportunité, mais t'as manqué un mouvement. Et la deuxième chose, du coup, c'est prendre du recul. Parfois, le petit trade sur lequel tu t'attardes et que tu avais absolument envie de saisir, en fait, c'est qu'un tout petit trade dans une tendance plus globale, et en réalité, tu peux juste trade un mouvement bien plus grand. Mais ce que ça demande, oui, mini précision, ce que ça demande en fait, c'est de rapidement savoir reconnaître que bon, ok, ben, j'ai raté ce trade, c'est pas grave, je passe au trade suivant. Parce que imaginons maintenant que demain, j'ai un joli setup de vente qui se dessine, ok, mais je suis toujours en train de bloquer sur le trade que j'ai manqué hier en mode ah mais zut, je voulais ce trade, je voulais acheter, je voulais acheter, je voulais acheter. Inconsciemment, mes yeux et même mon cerveau va continuer à chercher de l'achat, alors que si j'avais pris du recul et que je gardais ma vision globale qui était de j'ai envie de short l'euro, à ce moment-là, je chercherais de la vente et je saisirais un autre setup de vente qui me rapporterait des profits et je m'en ficherais après d'avoir manqué le trade de la veille. Et donc ça aussi c'est très important, c'est ne reste pas bloqué trop longtemps sur que ce soit des perdants, des gagnants ou des break-even ou même des opportunités manquées. Essaye, et c'est difficile je l'avoue à faire en trading, mais essaye vraiment de passer le plus vite possible à autre chose. Genre vraiment passer à autre chose, c'est hyper important en trading, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à faire dans la vie réelle, mais en trading c'est hyper important. Une fois que tu as un trade, ok, tu prends ton trade ou tu le prends pas, enfin peu importe, gagnant, perdant, cool, passe à autre chose. Parce que si tu commences à garder tes émotions qui sont associées à ton ancien trade, que ce soit des émotions positives ou négatives, que ce soit oh zut j'ai mangé une perte et du coup tu te martèles un peu l'esprit en mode zut j'ai pris une perte et tu t'engages plus dans ton trading, ou alors à l'inverse tu as pris un gagnant et tu gagnes trop en confiance et tu dis oh je suis un génie etc, je sais trader les marchés, puis après tu vas vite faire une erreur qui va te faire te manger une perte. Mais ce que je veux dire c'est que si tu restes trop longtemps attaché à tes émotions de ton ancien trade, donc imaginons là imaginons que demain je sois encore avec cette mentalité de zut j'ai manqué une opportunité etc, ça me met pas dans les meilleures conditions possibles que pour saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à moi. Donc ce que tu veux faire en fait c'est à chaque fois vider ton cerveau, nettoyer ton cerveau comme si tu voulais libérer de la place pour ensuite le nouveau trade. Imagine en fait que je sais pas moi ton énergie en trading ce soit comme je sais pas moi un verre d'eau que tu remplis et que à partir du moment où tu as un gagnant, un perdant ou peu importe un truc qui se passe en trading, c'est comme si ton verre déborde. Et une fois que du coup tu as close ta position, que ce soit avec un TP ou un stop, tu veux le plus vite possible vider ce verre d'eau pour pouvoir ensuite le remplir avec un autre trade. Et c'est vraiment ça que tu dois réussir à faire, ce que je vais essayer de faire ce soir, cette nuit, avant demain matin, c'est vraiment vider mon esprit de ce trade. Ça ne veut pas dire l'oublier complètement, bien sûr, mais de toute façon, je reviendrai dessus en fin de semaine quand je ferai la revue de la semaine. Mais ça veut dire, ok, ce trade n'est pas passé, c'est pas grave, je passe à autre chose, je me prépare pour le prochain trade. Et la seule question que j'aurai en tête demain matin, c'est, ok, compte tenu des conditions actuelles du marché, quelle est la direction que le prix peut potentiellement prendre? Est-ce qu'il va partir à la hausse? Est-ce qu'il va partir à la baisse? Est-ce que mon billet est toujours le bon? Est-ce que fondamentalement les annonces s'alignent toujours à mon billet fondamental? Est-ce que d'un point de vue technique, j'ai un setup, etc. Et c'est les seules questions que je dois me poser et non pas ah mais zut, j'ai encore manqué le trade d'hier. Non, le passé c'est le passé, surtout en trading. Alors il peut être sympa à analyser pour ensuite faire des projections futures, mais il faut surtout pas vivre dans le passé, surtout pas en trading. Et vraiment être connecté au moment présent et essayer d'anticiper le futur. C'est vraiment les deux temps sur lesquels on va jouer, le présent et le futur, en analysant le passé, mais surtout pas en restant dans le passé. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. On va pas la garder plus longtemps que ça. Et puis, ouais, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je change un petit peu parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de psychologie. Là, je refais un petit peu d'analyse technique. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, on se dit à demain, du coup, dans la prochaine vidéo.